podcast. Il y a quelques années, j'ai risqué ma vie à refuser de la donner. Alors, j'ai décidé d'ajouter ma voix à toutes celles qui, comme moi, ont enfreint la loi au nom de la liberté de choix. Pour que le récit individuel serve le combat collectif. Cette histoire est notre histoire. Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et le drame. Je fais partie des salopes qui l'ont fait. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est à ce désordre qu'il faut mettre fin. C'est cette injustice qu'il convient de faire cesser. J'espère que ce genre de choses ne puisse plus se produire. Les femmes méritent mieux que ça. Il suffit d'écouter les femmes. C'est mon histoire, mais c'est une histoire qui s'inscrit dans la vie des femmes quand même. Il suffit d'écouter les femmes. Un podcast original en 5 épisodes de Julie Ozou, produit par Lina, en partenariat avec France Télévisions. 3e épisode, Histoire de cuisine. Juillet 1969. Maman était en train de faire la vaisselle et je lui apportais le reste de ce qu'il y avait sur la table. L'horloge a sonné, il était 13h45, j'avais rendez-vous à 14h30. Il fallait que j'y aille. J'ai voulu lui dire quelque chose et j'ai pas réussi. Je suis allée avec Martine à l'adresse indiquée. Arrivée en bas de l'immeuble, elle m'a serrée dans ses bras et m'a attendue là. Ça se passait rue de Rome, dernier étage, avec un balcon d'ailleurs, donc en plein mois d'août. J'ai monté les marches doucement jusqu'au 4e étage. Donc on monte les 3-4 premiers étages, immeuble normal, à la fois sans savoir ce qui m'attendait et en même temps complètement déterminé, quoi. Puis l'escalier qui devient plus étroit, plus vétuste au fur et à mesure qu'on monte dans les étages, puisque je pense qu'en haut c'était des greniers, voire les anciennes chambres de bonne, voilà, les meubles classiques. J'enfile ce couloir, je compte les portes. La 3e, effectivement, était entrouverte. J'ai pris une grande respiration et j'ai frappé à la porte. Je frappe, personne, donc je rentre et là j'attends. Ce jour-là, il faisait beau et chaud. Je me souviens bien de ce moment, c'est un lundi matin d'octobre 1963. C'est avant 68, en 66, ça. 67, oui. Alain n'a pas pu m'accompagner. Je crois que je lui en veux. Même si j'avais pour ordre d'y aller seule. Martine, elle, a insisté pour venir. Elle ne voulait pas me laisser affronter ça toute seule. Sur la route, elle a essayé de me détendre. J'habitais avec une copine, on habitait face à face, et on avait des poissons rouges. Et on disait, les bébés et les poissons rouges, tout le monde à la poubelle. Une femme d'une 50aine d'années m'a ouvert. Elle avait un tablier orange. Elle m'a dit bonjour, s'est retournée et m'a invitée à la suivre. Les portes des pièces étaient fermées, sauf celle de la cuisine. J'étais donc toute seule dans la pièce avec elle. Elle a gardé son fichu, elle a un foulard. Elle a gardé sa veste. Elle est en tailleur, une espèce de tailleur de couleur neutre. On n'a pas de couleur. On n'a pas de couleur, on est dans un film. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de couleur, pas de bruit. C'était une toute petite pièce. C'était un peu sordide, il y avait une table avec une toile cirée, un petit vasista qui donnait un peu de lumière, et puis une chaise à côté de la table, et puis un évier dans un coin. C'est tout, une pièce vide, pas très propre, très sombre, voilà. Et j'attends. Il y avait une table en formica bleu ciel, avec 4 chaises assorties sur un carrelage rouge moucheté de blanc. Il y avait un frigidaire, un petit buffet avec une bouilloire en aluminium et une grosse radio. Attention mademoiselle, ce n'est pas fini, cette autre machine est tout aussi étonnante, mais Elle l'avait laissée allumée, mais à volume très bas, pour donner l'illusion d'une présence dans la maison, j'imagine. En tout cas,
Ça venait rompre le silence pesant entre nous. C'était le jeu des 1000 francs. Je me rappelle encore d'une des questions. Quelle est la romancière française au pseudonyme masculin qui, au XVIIIe siècle, écrivit d'abondantes œuvres, notamment La Petite Fadette? George Sand. George Sand. Ça sentait l'odeur d'un mélange de cigarettes et de café fraîchement confectionné. Mais elle m'en a pas proposé. Par contre, elle m'a demandé l'argent. Je me souviens que d'abord, avant de m'expliquer quoi que ce soit, il m'a dit « Vous ne m'avez pas vu, vous ne me connaissez pas ». Et ensuite, il a pris tous les sous que j'avais gagnés pendant ma colonie de vacances. Elle a d'abord pris l'enveloppe, hein, d'entrée, elle a pris l'enveloppe. Elle a vérifié et rangé l'enveloppe dans le tiroir du buffet. Ah non, moi c'était gratuitement, gracieusement, pour mes amis. Non, j'aurais pas été prendre de l'argent pour ça, non. Même moi, qui étais coiffeuse, je coiffe des gens, je leur prends jamais un centime. Je le fais par gentillesse. Elle a fait bouillir ses instruments sur une gazinière, dans une marmite. Il y avait une grande tige et un objet en métal. Là, j'avais le spéculum et la sonde, j'avais tout ce qu'il fallait, là, pour faire du travail propre. Ce matériel, c'est ma sœur qui travaillait en clinique qui m'avait ramené ce qu'il fallait. Parce qu'elle travaillait à la maternité, alors il y avait tout ce qu'il fallait. Elle s'est soigneusement lavé les mains, elle a fermé la fenêtre et a pris une bassine. Une de mes amies, elle a vu les avortements de sa mère et les bassines de sang. Donc ça, je sais qu'il y a des bassines de sang. C'est à ce moment-là que mon cœur a commencé à s'accélérer encore plus. Je me suis souvenu que Martine m'avait raconté que certaines le faisaient avec leur mère. Ça me paraît inimaginable. Ma mère, tellement désespérée, elle me dit « J'ai personne. C'est ta grand-mère qui me faisait ça. » Et elle me dit « Grand-mère, elle peut plus le faire. Elle veut plus le faire. Elle tremble, ça va pas, ça peut pas. » Ah, moi, je lui dis « Maman, t'as des copines, t'as plein de copines. » Elle me dit « Non, j'ai pas de copines. » Et elle me dit « y a plus que toi. » Moi, je dis, maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je sais pas. Elle me dit, je vais t'expliquer. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Ça va bien se passer, mais il y a que toi, là. Il y a que toi. Quand je vais dire oui, ma mère va me dire, tu sais que si tu es interrogé, tu risques la prison. Moi aussi, c'est très dur, tu sais, il faudra jamais que tu parles. Il faut pas parler. De 300 000 à 1 million d'interruptions clandestines ont lieu chaque année, dit-on. 8% des femmes ont moins de 20 ans. Il y aurait 1000 décès. Mais pour les membres de l'association Laissez-les vivre, chaque avortement est un crime. Avorter, c'est absolument tuer un être humain. La pensée du pape et de l'Église est sans équivoque. C'est un non catégorique à la pilule et aux autres moyens de contrôle artificiel des naissances. Le souverain pontife s'est exprimé dans une lettre encyclique ayant pour titre « De la vie humaine ». Cette lettre s'adresse aux demi-milliard de catholiques dans le monde et on peut résumer « Chaque rencontre conjugale n'engendre pas une nouvelle vie. Dieu a sagement fixé des lois et des rythmes naturels de fécondité qui espacent déjà par eux-mêmes la succession des naissances. » Cette phrase permet au souverain pontife de réaffirmer le vœu de Paul VI, « La vie ne doit pas dépendre d'une science inventée par les hommes. » Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile. S'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Et là, Martine avait dit « Les flics et les curés, on s'en fout. On n'a qu'à le faire nous-mêmes. » Elle m'avait énervée ce jour-là. J'avais l'impression qu'elle minimisait le problème. Mais peut-être qu'elle avait raison. Donc j'ai une copine, elle m'a dit, écoute, moi je viens d'en faire un. Il n'y a pas de problème, je vais t'expliquer. Alors elle me dit, on prend un fil électrique, 20 cm. On l'avait pris rouge, hein, pour porter bonheur, le rouge. Je suis un bélier. On enlève le fil dedans, le fil de fer, et on n'a plus que la gaine.
et on met le fil électrique dans le col de l'utérus. On pousse bien pour percer et on attend que ça fasse hémorragie. C'était chacune notre tour. On avait la même sonde toutes les deux. Hein. On faisait des navettes. On l'a gardée longtemps, hein, notre petite sonde. Oh bon, on devait la mettre dans un coin, dans un tiroir ou dans un truc comme ça. On savait qu'on en avait besoin toutes les deux. Il fallait en prendre soin de notre petite sonde. La sonde, on l'a prêtée plusieurs fois à des copains et qui se sont retrouvés dans la même situation. Hein. La sonde, elle a beaucoup servi après moi. D'ailleurs, je ne sais plus où elle est, je ne l'ai pas récupérée. J'aurais bien voulu. Et elle m'explique comment faire. Alors, je ne connaissais pas mon corps. Je ne savais pas ce que c'était le col. Alors, elle me fait un dessin, elle m'explique qu'il faut que j'arrive à introduire dans le col. Alors, elle me dit, c'est comme un tuyau, comme les fils de Scooby-Doo, vous savez, vous voyez un peu ? Moi, j'avais pas ça chez moi. Donc, il fallait que ce soit mou, mais il faut que ça soit percé dedans pour que l'air passe. Bon. Alors, je sais pas comment je vais trouver ça, et j'arrive en larmes, j'étais en pleurs, Et je regarde dans la boîte à outils à papa, il y avait des fils électriques. Qu'est-ce que je fais ? Je prends la pince, j'enlève tout ce qu'il y a dedans, je prends le fil et je le trempe dans la bouteille. Il y avait de l'alcool à 90. Je rentre le truc complètement dans l'alcool à 90. Déjà, je savais ça, déjà pas mal. Et j'essaie de faire ce qu'elle m'a dit. Alors là, croyez-moi que c'était hyper difficile de rentrer le film et de trouver le col. Alors ça m'a pris, je crois, 1 semaine avant d'y arriver. Ouais, et enfin, j'y suis arrivée. Alors, il fallait que le fil reste. C'est difficile parce que quand on est jeune, le col de l'utérus, il est haut. Hein. C'est pas comme maintenant. Ça a été compliqué, hein. Mais il fallait se lever les mains. À l'époque, on n'avait pas de désinfectant comme maintenant. On n'avait pas des antibiotiques, on n'avait rien. Et maintenant, c'était compliqué, hein. Mais j'ai dit, j'ai compris, le prochain coup, je vais savoir. Hein. La première fois, je l'ai fait où j'habitais, mais les autres fois, où je travaillais. Alors après, j'avais la technique. Hein. Je savais 1 mois vous avez mal au sein, c'est bon, vous êtes enceinte, on sort la sonde, on la désinfecte. Et j'avais l'expérience. Alors là, pas de problème. Toutes les deux, hein, elle s'appelait Arlette, ma copine. Hein. C'était chacun notre tour. Hein. Ça se passait bien. On avait l'habitude. Et après, ça roule, hein, toute seule. Pas de problème. La dame a installé sur la table une serviette en éponge. Les initiales B, S étaient brodées dessus. Est-ce qu'elle s'appelle Brigitte, comme Bardot ? Elle m'a alors demandé d'enlever ma jupe et ma culotte et de m'y allonger. La table de cuisine est dépliée, les 2 rallonges, petites rallonges, et elle me dit de m'installer. Sur la table ? Je me suis couchée sur la table de la cuisine. C'était beaucoup plus plat et c'était beaucoup plus facile pour trouver exactement. On faisait l'intervention dans la cuisine, bouillir, spéculum, sonde, tout le bazar. Et puis, je les mettais sur la table de la cuisine et puis moi, je me mettais une lampe là, quand j'y repense. Ouf, bon, d'accord, je m'installe. Et une fois allongée, j'essaie de me cramponner au visuel. La fenêtre donne sur la boutique de Madame Simone, tissus. Elle vend des tissus, Madame Simone. Et je vais m'accrocher pendant toute la durée de cette opération. En quelque sorte, je vais m'accrocher à Madame Simone, tissus. Auparavant, quand elle avait sorti tout son appareil, elle avait fait bouillir la sonde pendant au moins 10 minutes, m'avait fait laver les mains, brosser les ongles. C'était pas stérile, mais c'était très très propre. Et du coup, elle commence à m'expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Elle me montre un spéculum, parce qu'elle en a un. Elle me montre les sondes, elle en avait plusieurs. Elle me montre le fil de fer dans lequel il faut introduire ce fil de fer dans la sonde. Elle me dit, il faut que tu vois clair. Donc, elle va m'attacher une pile hondaire qui est rectangulaire et elle va me l'attacher au front
avec un élastique. Et après, elle me fait voir des... Qu'est-ce que tu vois là? Tu vois mieux? Vous voyez, on simule. J'ai eu un instant d'hésitation et je me suis exécutée. Je sais pas si c'était plus confortable avec la serviette, mais en tout cas c'était moins froid. Parce que malgré la chaleur extérieure, je tremblais. Il y avait une lampe à poulie au-dessus de la table qu'elle a abaissée pour mieux voir. Elle ne m'a quasiment rien expliqué. Ou j'ai pas compris. Ou j'ai pas écouté. Moi, je ne savais pas ce qu'on allait me faire. J'ai su après qu'on les appelait les faiseurs d'anges. On disait les faiseuses d'anges aussi, mais je pense qu'il y avait pas mal de mecs qui faisaient ça aussi. Vous savez, je ne savais même pas comment était foutu mon utérus, mon vagin, et ainsi de suite. Pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. On n'a rien à dire. On sait pourquoi on est là. Elle vous dit simplement, voilà, je vais procéder à ça, ça va faire comme ça, là, je vais faire ça, il faut respirer. Vous allez sentir une douleur, mais ça va passer, c'est tout. Là, c'est la phase de l'avortement. Elle a pris ce que j'appelle, ce c'est maintenant un spéculum. Elle a un sac, des trucs dedans. Et tout d'un coup, je me dis, mais il faut que je regarde ce qui se passe quand même. Donc je suis allongée, je vois rien. Je ne vois rien. Ce que je vis, moi, c'est un silence. C'est un objet qu'on pousse dans mon vagin, ça je le ressens un peu. Plus loin encore, mais je ne sais rien, je ne vois absolument, je ne peux rien voir. Elle-même, elle s'introduit le spéculum. Elle visse, je me rappelle très très bien. Ça, c'est très très présent dans ma mémoire, vous voyez. Ça va faire 60 ans, mais c'est extrêmement présent. Et elle me dit, si tu vois pas bien, tu visses un peu plus. Bon, alors, avec moi, ma lampe, moi, je regarde. Elle m'avait décrit aussi qu'est-ce que j'allais voir. Et effectivement, ça correspond tout à fait à ce qu'elle m'a décrit. Je ne vous cache pas que quand j'ai vu l'aiguille à tricoter arriver, je ne vous raconte pas la peur que vous avez en vous. Vous n'avez même pas votre mère ou votre père pour vous tenir la main. Hein. Là, vous êtes seul. Hein. Durant toute son intervention, j'ai fixé la poignée en métal du frigidaire. Ou peut-être qu'elle s'appelle Bernadette, comme la fond. Un temps qui m'a paru interminable. Elle me dit maintenant, tu introduis le fil de fer, qui était un bout mousse. Elle avait dû le limer pour pas percer. Et elle me dit, tu vas enfoncer. Bien sûr, je voyais bien le vagin, je le voyais très bien. Et le col de l'utérus, je le voyais très bien avec ma lampe. Et je voyais très bien, si vous voulez, l'orifice. Bon, alors j'enfonce, je force un peu quand même, ça c'est pas du tout quelque chose qui se fait facilement, mais je sens, puis elle me dit à peu près 5 centimètres, c'était, vous savez, de grand, à peu près. Donc je mets cette sonde, voilà. Ma mère me dit retire le fil de fer, donc je le retire. Elle reste un peu, un quart d'heure, puis elle me dit, ça devrait aller. J'avais été voir un médecin qui était près de chez moi, et je lui ai demandé, j'ai posé une sonde à une amie, mais je dis, ça vient pas, et tout ça. Alors je dis, comment faut l'enfoncer, parce que je savais pas. Et puis lui, il me disait rien. Je dis, comme ça ou comme ça? Avec mes mains, je faisais des gestes, puis par un moment, il m'a dit oui. Je dis merci. Il m'a pas fait payer de visite. Je me demande à des fois, mais comment j'ai pu faire ça alors que je ne savais rien, j'y connaissais rien. Pareil, dire quelqu'un fait un gâteau, tu sais pour la cuisine, tu le fais quand même. Non, puis même elles avaient confiance en moi, puis il fallait que ça parte, ça parte. Il n'y a pas comme on dit, il n'y a pas à chier, il fallait que ça parte. Et là, j'ai ressenti une douleur horrible. J'ai cru qu'elle me transperçait le ventre. J'ai serré les dents, j'ai retenu mes cris. Mais pas mes larmes. Et elle vous perfore l'utérus. Et là, la douleur vous prend de là jusqu'à la gorge. C'est une douleur qu'on n'oublie pas. Et c'est d'une violence incroyable. Et vous l'acceptez parce qu'il faut absolument que cette chose parte, parce que ce n'est même pas pour moi dans ma tête à l'époque. C'était pas un bébé, c'était une chose. Il fallait sortir ça. Ma vie allait basculer autrement. Mais vous vous rendez compte? On vous perfore le ventre. Et vous l'entendez.
comme un ballon qui explose. Pouf, ça fait ouf. Et là, vous avez le souffle coupé et même pas un cri. C'est anéanti. C'était une douleur, mais incommensurable. Enfin, on vous griffe l'intérieur du ventre. C'est une douleur terrible. Ah ben oui, bien sûr que ça fait mal. Surtout que je devais être enceinte de 3 mois. Je ne sais rien. Je faisais pas attention. Ben oui, ça fait comme si on vous arrache les reins. Je ne sais pas si c'est les ovaires ou les reins, mais ça fait très mal. Hein. Mais ben, il fallait aller travailler, j'y allais. Hein. Peut-être j'ai dû prendre de l'aspirine ou je sais pas quoi. Ma patronne a dit, vous êtes bien blanche, vous êtes malade. J'ai dit, j'ai mal au rein, je suis indisposée. Ah ben effectivement, j'étais indisposée. Hein. Mais seulement, alors là, pas un mot. Hein. Je peux vous dire que ça a été le silence total. C'est jamais plein. J'ai un peu peur et je dis que les larmes me vieillissent. Et j'ai un peu peur aussi que la fièvre m'enlaidisse. J'ai un peu peur et je dis, je sens que je m'affaiblis. N'avez-vous pas de vinaigre? Voyez mes bras et je dis, ah, vraiment je suis trop maigre. Ne vous inquiétez de rien, ça vous donne un air troublant. La mort vous ira très bien. Voilà, m'a-t-elle dit, c'est fait. Elle avait le mélange de douceur et de dureté de ma mère. Elle a rajouté que je devais attendre. Attendre ? Mais attendre quoi ? Elle me dit à un moment donné, c'est fini. C'est là où je suis honteuse. Honteuse pour des raisons extérieures. Elle me dit, oui, il y a un fil qui va pendre. Un fil qui va pendre ? Oui, il y a un fil qui va pendre pendant les 3 jours et demi. C'est tout. Elle me dit, mais je suis pas joignable maintenant. Bon, je comprends bien, je comprends très très bien, trop bien, je comprends trop bien qu'elle n'est pas sûre d'elle. Je suis pas joignable. C'est pas la peine d'essayer de me voir. C'est pas la peine d'essayer de me retrouver. Voilà, je suis... Bon, mais peut-être que c'est fini quand même. C'est ce que je me dis. C'est fini quand même. Et quand je descends de cette table, c'est obscène, quoi. On ne descend pas d'une table de cuisine. C'est purée, quoi. C'est la dèche, c'est sale, c'est dégueulasse. Marcel Auclair, vous êtes une des premières à militer pour un sujet que M. Pompidou n'aimait pas beaucoup, c'est celui de l'avortement et de la contraception. Les conditions dans lesquelles se passe, et je sais généralement tellement abject, tellement monstrueux, le mari qui prend sa femme par la main, qui l'emmène chez une avorteuse, qui étale la bonne femme sur la table de cuisine et qui la tripatouille pendant que son mari, à elle, mange sa soupe à l'oignon dans la cuisine, eh bien ce sont des choses intolérables. Et après, c'est tout. Après, il est parti. Il est parti. Et je suis restée là pendant, je sais pas, 3 semaines. 3 semaines à Paris, sans sortir, sans rien, parce qu'il m'avait dit qu'il fallait pas que je sorte, qu'il fallait que je reste allongée, et ainsi de suite, probablement pour garder la sonde bien en place. Et quand je redescends, effectivement, je vérifie bien la ficelle. Je l'appelle la ficelle, je dis pas le fil, je dis la ficelle. Je vais devoir traîner cette ficelle pendant 3 jours. J'ai oublié ou je n'ai pas entendu ce que je devais faire de cette ficelle. Je n'ai pas entendu rien, je ne sais pas. Je suis incapable de dire si j'ai coupé la ficelle, si j'ai tiré sur la ficelle, et ce qu'est devenu cette sonde. Je n'en sais rien. Je ne veux pas savoir. Peut-être que j'ai fait où elle est partie toute seule, mais comment elle ne pouvait pas se barrer non plus. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai de l'angoisse. Je suis habitée par un gros malaise, quoi. Un malaise
insidieux, inconnu, et la culpabilité d'avoir peut-être fait une bêtise. Est-ce que j'ai enlevé trop tôt, trop tard? Est-ce que quoi? Qu'est-ce qu'il fallait faire de cette ficelle, de ce fil? Qu'est-ce qui est devenu cette sonde? Je suis partie sans un mot. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai descendu les escaliers. C'est comme si on vous arrachait le bas-ventre, mais vous êtes digne, vous montez dans le bus et vous partez en bus. Et j'arrivais rue du Faubourg Saint-Honoré, ça commençait à descendre. Alors c'est des gros cailloux de sang comme ça. Je disais pourvu que j'arrive chez moi, pourvu que j'arrive chez moi. Et puis ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. Et puis voilà. Et je vais au travail en me disant, je saute toutes les marches du métro par 3 ou par 4. Alors là, une volée de 4 marches, j'ai essayé les 3 marches, tout ça s'est passé. Donc je fais 4 marches d'un coup, dans un couloir, il n'y a personne. Parce que faut être fou, hein, avec son sac d'école. Enfin bon. Je saute 4 marches, et là, le mot déchirure est tout petit. C'est le déchirement, c'est la chute. Alors là, la chute, je pense que ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas, là. Et en mon fort intérieur, je me dis, ça y est, c'est fini. Martine était assise sur les marches de l'immeuble. Elle lisait Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Je crois que cette expérience va nous changer toutes les deux. Les larmes coulaient encore toutes seules le long de mes joues. Elle m'a repris dans ses bras et m'a embrassée. Elle m'a raconté des bêtises sur cette dame, ça m'a fait rire. Je sais pas ce que je ferais sans elle. Si j'avais pas rencontré, bon, enfin, on habitait en face avec cette fille, mais si elle n'avait rien su, comment je faisais? Je me retrouvais avec un tétard, là, et j'en faisais quoi? Je le laissais, comment on appelle, l'orphelinat, là. Vous vous rendez compte, tous ces enfants qui ont été abandonnés? C'est historique, hein, pour moi, cette histoire. C'est la solidarité, c'est une copine, quoi. C'est une vraie copine, c'est tout. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire, ouais, s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Sur la route, elle essayait de me faire penser à autre chose, de me faire des blagues, de me raconter les derniers potins du lycée. Elle qui est toujours au courant de tout. Qu'est-ce qu'on a eu comme crise de rire? Ben oui, parce qu'elle me voyait avec ça au-dessus de la tête. Puis alors la position, bah oui, on a rigolé. Très joyeux, ouais, c'est vrai. Ouais, même des fois, quand on en reparle, on en rigole encore. Hein. Allez, tu te rappelles, la table de cuisine, on a vu des culs. On est arrivé devant chez moi. Elle m'a à nouveau pris dans ses bras et m'a laissée. Elle devait rentrer chez elle. Je suis directement allée dans la cuisine pour prendre un verre d'eau. J'étais complètement déshydratée. Et là, j'ai senti quelque chose qui coulait entre mes jambes. C'est pas fini parce que je vois des étoiles sur le rideau. Des étoiles sur le rideau, ça c'est bizarre quand même, des étoiles. C'était presque la fin de la journée. Je sens quelque chose de chaud entre mes jambes. Et puis, je me dis, mais c'est quelque chose qui coule, c'est quoi ça? Je mets la main, c'était du sang. Alors, et puis d'un seul coup, ça s'est mis à couler, à couler. Ben là, j'étais vraiment paniquée, hein, c'était la vraie panique. J'avais l'impression que que tout mon sang allait sortir. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une grande respiration. Et je me suis dirigée vers la salle de bain. Je veux encore rouler des hanches, je veux me saouler de printemps, je veux m'en payer des nuits blanches, à cœur qui bat, à cœur battant, avant que sonne le blême, et jusqu'à mon souffle dernier, je veux encore dire je t'aime, et vouloir mourir d'aimer. Il suffit d'écouter les femmes,
un podcast original de Julie Ozou, produit par Lina, en partenariat avec France Télévisions. Réalisation Guillaume Solignat, mixage Guillaume Solignat, Grégory Chopard, documentaliste Elsa Duhail, Madeleine Orva, direction de production Claire Mainfroy, assistante de production Anaëlle Mekiès, chef de projet Laetitia Fourmont, responsable éditorial Zoé Macheret, un podcast Tina.